Bonjour Monsieur Bouich, vous pouvez vous présenter à nos auditeurs s'il vous plaît? Bonjour, donc c'est Mahrez Bouich, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme qui bénit Saad à sa tête et membre du Forum social algérien. Quel est le but de ce Forum social algérien? Ce forum il a été créé principalement pour plusieurs raisons, dont quelques-unes ont été bien expliquées dans la charte adoptée le 13 janvier 2017, beaucoup plus pour créer un espace de discussion, de débat autour des questions qui touchent toutes les parties prenantes et toutes les dynamiques qui constituent la société civile et politique, enfin la société civile d'une manière générale algérienne. C'est pour permettre justement de création, de mettre à réseau toutes les associations des droits de l'homme, les syndicalistes, les associations pour la défense des droits de la femme, les associations comme SOS Disparus, etc. pour créer une forme de synergie et mettre à réseau le travail des uns et des autres et pour partager un certain espace de débat, de discussion et de proposition et des partages d'expériences. C'est pour la défense et la promotion des droits socio-économiques ou des droits de l'homme d'une manière générale et pour la défense des libertés, c'est-à-dire fondamentales. Et bien sûr, c'est pour s'inscrire dans une logique de partage d'expérience pour permettre à chaque dynamique qui constitue cet espace de partager ses expériences et de nous permettre justement par la suite d'avoir des perspectives communes. Ça a commencé en tout cas depuis pratiquement le 3 septembre où ça a été le jour où il y avait la première rencontre à Tichy. Il y avait une quarantaine d'associations, différentes associations, du mouvement féministe, des droits de l'homme, des syndicalistes, etc. Et ça nous a permis après plusieurs tentatives, c'est-à-dire rencontres, d'adopter la charte et de faire la déclaration officielle le 13 janvier à Oran, où il y avait une trentaine d'associations qui sont membres de FSA, du Forum social algérien. Et aujourd'hui, on a fait pratiquement notre deuxième activité, qui est le premier forum thématique sur les libertés. Quels sont vos projets? Pour le moment, on a pratiquement un travail d'une année qui a été réalisé par les parties prenantes du FSA. Donc la première activité, c'était lors des rassemblements appelés en mai pour la libération des détenus politiques. Donc il y avait 3 rassemblements, Alger, Oran et Béjaïa. C'était notre première activité. La deuxième activité, c'est celle organisée aujourd'hui le 19 et le 20 sur les libertés, qui était consacrée principalement à la question des libertés fondamentales. Donc le travail a été réalisé autour de 3 ateliers. Un premier atelier sur les libertés individuelles et collectives, deuxième atelier sur les libertés syndicales et le troisième atelier sur la famille liberté, dont on a essayé de traiter beaucoup plus la question de liberté dans notre pays caractérisé par un régime autoritaire et caractérisé malheureusement par le recul assez flagrant et aussi flagrant de toutes les libertés, de tous les droits. Et prochainement, certainement, l'Assemblée générale va décider d'une manière générale, en concertation bien sûr des membres du forum, à la réalisation peut-être d'un forum thématique sur les disparus et certainement l'objectif principal de la création du forum, c'est la première édition du forum social algérien qu'on essaie justement de l'organiser d'ici la fin du mois de septembre, le début ou fin du mois de septembre. En tout cas, ce n'est pas encore décidé, tout dépend pratiquement des interactions et des propositions des uns et des autres et globalement c'est un espace qui va permettre à tous les membres de proposer des activités qui sont soit d'actualité, soit des questions liées bien sûr à la question des droits, à la question des libertés et à la question des disparus, ou bien sûr à la question qui touche la société civile d'une manière générale. C'est moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. L'Algérie fait partie des pays où les lois sont le plus répressives, je vais dire, ou opprimantes vis-à-vis des femmes. Parce qu'il y a un arsenal juridique qui est très important, qui est mis en place depuis 1984, à commencer par le Code de la famille. Un des articles qui est le plus contesté par l'ensemble des féministes, c'est le fait que les femmes soient mineures à vie. Sur le divorce aussi, la polygamie, il y a énormément de lois dans ce code-là qui réduisent les femmes à des sous-citoyennes, dans le sens où elles n'ont pas encore accès à la citoyenneté. Par exemple, un enfant, à partir de l'âge de 19 ans,
Si sa maman est veuve ou n'a pas de père, de frère, c'est lui qui devient son tuteur légal. Même si la maman a toutes ses capacités intellectuelles et mentales et physiques. Mais automatiquement, si par exemple elle veut se remarier, le fils, il a le droit d'être son tuteur et son tuteur légal le jour du mariage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que c'est intéressant aussi d'aborder, c'est sur dans la pauvreté. Le chômage, elle touche bien plus les femmes que les hommes. Pour avoir accès au travail, on est arrivé on est dans le cadre où il faut l'exode. Et les femmes ne partent pas vers l'exode toutes seules. Au sein même des régions intérieures et rurales, le travail des femmes n'est pas valorisé. L'artisanat ou la cuisine traditionnelle, etc., pour nous, dans notre société, ça, ce n'est pas un travail. Même dans les quartiers populaires où aujourd'hui beaucoup de femmes vivent de ça, la question du travail et du patrimoine artisanal comme étant un travail et un savoir féminin, on le refuse. C'est comme si c'était normal. Mais les garçons, enfin les hommes qui sont dans cette activité, ils ont plus accès au statut de travailleur, à légaliser cette activité économique, à avoir le registre de commerce, à passer par l'ONCEJ par rapport aux femmes. Même si généralement c'est les femmes qui travaillent derrière, mais la manne économique et financière revient toujours à l'homme. C'est comme le travail agricole dans les hauts plateaux en Kabylie, par exemple pour l'huile d'olive. Même si 95% du travail, c'est les femmes qui le font, mais dès qu'il est question de la vente, dès qu'il est question de ressources économiques, le savoir des femmes n'est pas reconnu, puisque c'est le savoir de la vente et du commerce des hommes qui prime sur le travail agricole. Et en dernier lieu, on est arrivé aujourd'hui à un moment où le mouvement féministe est complètement en discorde, dans la discorde la plus totale. C'est que le mouvement féministe a été vidé de sa substance politique pour devenir un mouvement folklorique. Parce que d'un côté, il y a l'État qui utilise les droits des femmes pour s'en faire valoir dans les institutions internationales. Il y a aussi les ONG qui ont mis énormément d'argent sur la question des droits des femmes. Donc il n'y a que certaines questions dont on ose parler, par exemple les violences. Or que les violences ne sont qu'une petite partie visible de l'iceberg de ce qui est aujourd'hui l'oppression des femmes. Et bien évidemment, il y a aussi un grand souci en ce qui concerne la discorde qui règne aujourd'hui dans le mouvement féministe, c'est la guerre des générations. On arrive à une étape où deux générations cohabitent et les deux générations refusent d'assainir le discours. La première génération refuse la transmission pour les raisons que j'ai énumérées, puisque là aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, les féministes sont devenues des rentières. C'est une guerre d'image en quelque sorte. La presse, les réseaux internationaux, etc., ils font appel à ces femmes, ils font appel à ces associations, ils font appel à ces militantes. Et ces militantes, quand la nouvelle génération de féministes arrive avec de nouvelles méthodes, de d'autres revendications, elles font face à un blocus. La cohabitation se passe très mal. Il y a une génération qui refuse de transmettre, il y a une deuxième génération qui refuse de capitaliser. C'est comme si la lutte commençait, or que notre lutte en tant que féministe ne commence pas avec la nouvelle génération qui arrive. Chaque génération qui arrive apporte de nouvelles méthodes, de nouvelles revendications, mais si on ne capitalise pas ce qui a été fait, puisque l'histoire du féminisme algérien est très riche, c'est une histoire qui a marqué le monde. Elle a eu les 10 ans de coupure, malheureusement, c'est là où ça a flanché. Mais il faut quand même revenir vers la transmission et la capitalisation. Je m'arrête ici pour l'introduction. Merci beaucoup, Ténéna. C'est vraiment, je te découvre. Le deuxième élément, c'est une analyse sociologique pertinente. Vraiment, c'est très intéressant par rapport à la question du travail en Irak. Je trouve que c'est effectivement une très 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 bonne analyse sur le plan sociologique parce qu'il y a deux variables. Capacité de faire intégrer les femmes dans l'activité rurale, l'artisanat, l'agriculture, etc. Et le deuxième élément, c'est beaucoup plus la question effectivement de la commercialisation. Et c'est là où on constate effectivement qu'il y a une rupture assez flagrante entre ce qu'on appelle les initiateurs ou les initiatrices du travail ou de l'activité rurale, qui dépend effectivement de la structure d'organisation économique et sociale, disons, rurale. Mais la question de la vente, effectivement, la vente elle est mise en place beaucoup plus par, je dirais pas par une domination masculine, mais par les initiateurs commerciaux qui sont à la base des liens
commerciaux initiés par des hommes dans les grands marchés. Pourquoi? Parce qu'on revient justement à la question culturelle que la femme n'a pas, enfin dans certaines régions en tout cas, mais dans la grande totalité des régions algériennes, la femme n'a pas cet accès au marché. Donc ce qui fait le cercle, la commercialisation, elle est dominée beaucoup plus par l'homme. Le problème qui se pose, c'est que par la suite, il y a justement cette restriction des libertés économiques du moment que la femme qui est, disons, l'élément fondamental dans le processus de développement de certaines activités rurales, elle n'est pas, enfin son travail, sa connaissance, sa contribution n'est pas effectivement valorisée ou comptabilisée ou aidée ou développée. Et deuxième élément, effectivement, et tu as raison, Tineinan parle surtout sur la question de l'enseigne. Mais en tout cas, les femmes, dans les régions rurales, ne bénéficient pas effectivement des projets. Moi, je connais une dizaine, ne serait-ce qu'au niveau de la wilaya de Béjaïa, qui ont déposé des dossiers. Et c'est des dossiers solides pour développer certaines activités, y compris l'agriculture, et malheureusement n'ont pas bénéficié justement de ça. Et moi, personnellement, j'ai discuté avec deux jeunes femmes qui ont initié ce genre de projet. Et malheureusement, le dossier n'a pas été accepté, n'a pas été validé. Pourtant, les gens qui ont déposé effectivement les mêmes projets ont été acceptés. Ça revient à cette discrimination administrative. Mais en tout cas, d'une manière générale, il y a une conjonction assez... Il faut lutter contre le microcrédit, entre parenthèses. Oui, mais en tout cas, c'est ce qui... Je donne des éléments réels. En tout cas, il y a quelque chose que je peux dire que dans certaines régions rurales, il y a toujours cet apport culturel pour le développement de certaines activités. Ça, je trouve vraiment que c'est une très très bonne analyse. Comment faire pour transcender ce problème? Merci. Je voudrais savoir la sociologie du travail. Le pourcentage de femmes, parce que c'est vrai, la femme dans la société algérienne, le poids, le conservatisme dans la société traditionnelle, aussi sur le plan institutionnel. Est-ce que c'est vrai, dans la société, il y a une problématique de la femme et ce n'est pas uniquement sur le plan juridique, sociologique, culturel, historique, problème dans le rapport aux femmes. Quand elle parle du mouvement féministe, comme tout mouvement, il faut garder le sens critique. La grande question qui se pose, quand je discute avec les femmes de mon entourage immédiat, d'abord dans mon entourage familial, les femmes ne se reconnaissent pas dans ce mouvement féministe tel qu'il s'exprime. Parce que les situations sont multiples. Il n'y a pas un seul cas. Il y a les femmes qui travaillent et les femmes au foyer. Il y a la femme citadine et la femme rurale. Aujourd'hui, quand on discute avec les femmes qui veulent nous transmettre leur conscience de leurs problèmes en tant que femmes, en fait, ce qu'elles recherchent, ce n'est pas tant le conflit avec l'homme pour conquérir l'égalité, mais surtout la liberté. Et il faut justement ne pas aller d'une extrémité à une autre, d'une oppression à une autre. Il ne faut pas... Alors, parce que le mouvement féministe un peu tend à dicter aux femmes ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent dire, et la manière dont elles doivent se comporter. Et les femmes rejettent ça. Je pense que l'exigence aujourd'hui de la femme, c'est la liberté. La liberté de travailler, de disposer de sa vie, la liberté de ne pas travailler, de se vêtir de telle ou telle manière, la liberté d'exercer tel ou tel métier, mais il faudrait également un sens absolu de cette liberté, c'est-à-dire qui concerne toutes les femmes, pas uniquement les femmes visibles, mais également les femmes invisibles, celles des milieux défavorisés et celles
du milieu rural. On est interpellé et il ne faudrait pas que le problème de la femme soit le monopole du mouvement féministe. C'est un problème de la société algérienne et il faudrait que tout le monde s'en préoccupe parce qu'il y va du devenir de la société algérienne qui doit évoluer, qui doit se développer, qui doit se mettre à niveau. Évidemment, il y a ce braquage sur le code de la famille. Le code de la famille, il faut l'abroger. Il faut revenir au code civil. On n'a pas besoin d'un code de la famille comme on fait un code de la route. On n'a pas à avoir un code de la famille juste pour un arsenal juridique propre aux femmes. Les femmes n'en veulent pas. Tout le monde a les mêmes droits, tout le monde a les mêmes devoirs. Il y a quelques dispositions scélérates qu'il faut absolument faire disparaître de ce pays, notamment par exemple la polygamie. Il ne faut plus qu'elle soit autorisée, il ne faut plus qu'elle soit permise, il faut plus qu'elle soit entretenue parce qu'il y a le problème du droit, mais il y a aussi le problème de l'école, de la tradition, des pratiques sociales qui doivent également évoluer. Merci beaucoup. Parler sur le travail de la femme. Tout d'abord, on trouve des créneaux, des domaines où la femme est beaucoup plus présente que d'autres domaines. Ce choix, déjà, ce n'est pas un choix, ça veut dire libre pour la femme. C'est dû aussi à ses obligations. Parce qu'une femme, on la trouve dans l'enseignement, dans les travaux comme ça, parce qu'elle a des obligations, elle a d'autres contraintes familiales, parce qu'elle doit aider les enfants, elle doit rentrer tôt. Mais la femme, dans un cadre bien déterminé. Sinon, pour le problème que vous avez soulevé, la transmission et la canalisation du mouvement féministe, au sein du mouvement féministe, c'est un problème algérien. Il n'y a pas uniquement un mouvement féministe. Dans tous les mouvements, c'est la même chose. Chaque fois qu'il y a un mouvement, il vient et oublie ce qui s'est passé. C'est pour cela d'ailleurs qu'on n'arrive pas à avancer. C'est l'un des obstacles, des points qu'on doit revoir en tant que mouvement, en tant que syndicat et en tant qu'association. Derrière, il y avait 2-3 rencontres autour de la question de la femme. Réseau Wasila, nous étions 12 ans dans une salle, il y avait pratiquement une soixantaine de personnes. Donc, tant qu'on n'arrive pas à sensibiliser, parce que quand on dit il est violenté, il est violé, il est fait souffrir, c'est-à-dire c'est l'autre sexe qui violente la femme. Donc le fait dans des rencontres qui parlent de l'égalité, de liberté pour les femmes, ça veut dire qu'on ne touche pas le public cible. Parmi le public cible, il n'y a pas uniquement les femmes, c'est aussi les hommes. Donc on ne peut pas avancer dans la stratégie du mouvement féministe. Dans le travail qu'on mène sur le terrain pour l'égalité et le respect des droits de la femme, on doit inclure la dimension, même l'égalité dans ce travail. Donc on doit intégrer l'homme dans parce que si on ne le sensibilise pas, toujours la femme va rester isolée, écartée, toute seule dans son coin. Ça c'est un point. En même temps, sur la question ça veut dire, il y a les femmes, on trouve uniquement des femmes beaucoup plus dans des mouvements féministes. On les trouve très peu dans des syndicats, très peu dans des ligues, très peu dans des, je sais pas, d'autres mouvements. Ça aussi, je pense que c'est au mouvement, c'est aux féministes de revoir leur vision. C'est bien qu'ils s'impliquent, qu'ils s'imposent dans d'autres structures de la société. C'est bien aussi pour qu'il y ait sensibilisé la société. Il ne faut pas, ça veut dire que la femme, quand il y a un mouvement, des questions qui parlent uniquement des droits de la femme, des femmes, donc on trouve des femmes, mais quand il y a la question d'autres sujets comme les syndicats, les droits humains, donc ils se mettent à côté. Donc ils attendent jusqu'à ce que les femmes doivent aussi s'impliquer dans d'autres mouvements, je parle des féministes là, doivent aussi afficher leur solidarité avec d'autres mouvements. Hakim, désolé, mesdames, c'est ça l'égalité. Hein on l'a cherché. Ouais. Ouais, 2 rapides points. Un qui rejoint le point 2 qu'il a développé, c'est très vrai. Donc, je vais être bref. Non, c'est pas tant sur ton intervention qui m'a fait penser ça, c'est sur la réalité. C'est peut-être la première fois de ma vie, sur les deux bords de la Méditerranée par ailleurs, où j'assiste à un atelier où sur la question de la femme est minoritaire. Oui. Donc effectivement, s'il y a ces problématiques de la vision
par la société du mouvement féminin, du mouvement féministe, c'est aussi parce que dans ce mouvement, à mon avis, c'est surtout des femmes qui y sont et qui en général, on le voit dans les associations, je ne dis pas c'est bien, je ne dis pas c'est pas bien, hein, mais ça sont d'une certaine classe sociale et d'un certain niveau d'instruction. Voilà. Donc, français, arabe, les termes, etc. Je ne dis pas que c'est faux. Ce ne sont pas représentés par ces militants-là. Mais je reviens à la question de développer son point de web, parce que ça me paraît essentiel. Mouvement féministe ne veut pas dire, et tu me corriges ou là vous me corrigez si je me trompe, ne veut pas dire que des femmes, justement. Et il faut, à mon avis, vulgariser ça, ou chercher un autre terme, ou qu'on se débrouille pour que l'homme soit partie prenante de la lutte pour l'égalité des sexes, non pas seulement dans son syndicat, dans son association, dans son mouvement, je ne sais pas quoi, mais qu'il intègre, je parle autant pour nous, les hommes ou les membres d'associations autres ou de la partie politique ou là, et autant pour les militants de la cause féministe, pour qu'il intègre les associations de lutte pour les droits de la femme. Comme vous le disiez, c'est vu comme ça, mais ça ne l'est pas, c'est pas une lutte bin rijal ou nisa, c'est une lutte pour une cause et pour un idéal, donc pour une cause. Et nous, les hommes, en tout cas progressistes, devons être totalement partie prenante de cette lutte pour les femmes. Je ne me bats pas spécialement parce que iréronie, ça, je pense qu'une société saine, je pense qu'une société mature et qui fonctionne bien, c'est une société où la femme et l'homme sont égaux en droit et en devoir. C'est pas parce que la juste parce que non, parce que c'est une lutte pour un projet de société. C'est pour moi que et donc parce que je pense qu'une société saine, c'est une société où on est égaux. Donc il faudrait, ou là il faut revenir à des méthodes de lutte où déjà il y a la présence de la jante masculine. D'abord pour confronter, deux pour sensibiliser effectivement les hommes. Très brièvement, je ne vais pas parler de ce passé-là, mais il existe, des fois c'est intéressant. Au tout début de l'histoire de Rage, quand elle a été créée, on disait il y avait les associations de femmes, etc. Donc se posait bien évidemment la question de la femme. Les jeunes ont posé, donc il y a des jeunes filles, elles ont dit on fait une commission femmes, etc. Et on a dit non, c'est pas normal. Et c'est pas sain, et c'est pas bien. Il faut que dans cette il faut une commission égale femmes, ou la lutte des femmes, ou la droit des femmes. Mais il faut que soient dedans et les jeunes garçons et les jeunes filles, pour qu'elles puissent se sensibiliser. Donc ça me paraît important, tant pour vous, donc pour ces associations, que pour nous également, dans d'autres associations, femmes ou hommes, qu'on comprenne que c'est un combat commun et ce n'est pas un combat des unes contre les uns ou les uns contre les unes. On revient toujours à la même chose, et je pense que tu en as un peu brièvement parlé tout à l'heure, c'est toujours la lutte du capital contre le reste, quoi. Voilà. Et c'est encore une fois la femme dans le milieu du travail, y compris dans les pays développés, y compris dans les pays qui donnent des leçons de droits de l'homme et de droits de la femme, etc. Je veux dire, on prend en Europe, on prend en France, une femme et un homme, diplôme égal, à ancienneté, à diplôme, je commence égal, ils ont les mêmes diplômes, la même ancienneté dans le travail, même poste, l'homme touche plus que la femme. Voilà. Mais chérie, le salaire, c'est pas juste une question, juste la question du salaire. C'est, citez-moi combien de femmes sont DG en Algérie. Moi qui ai travaillé avec une des remarquables femmes qui était DG de la Poste, j'ai vu comment elle était traitée. Hein.
Donc citez-moi combien de femmes sont d'entreprises publiques, hein, DG ou PDG dans les entreprises publiques algériennes. Donc c'est pas seulement la question du salaire, c'est la question de des postes de responsabilité qu'elle peut assumer tout autant que l'homme. C'est aussi apprendre sans vouloir donner aucune leçon par le monde du travail, en l'occurrence les camarades syndicalistes, même si je pense qu'ils y ont bossé. Voilà. Désolé. Bon, moi je vais aborder une toute autre question de violation du droit des femmes, le droit des mères de disparues. Des filles de disparues, des sœurs de disparues qui luttent pour leur droit à la vérité. J'aurais espéré que ce forum laisse une petite place à cette question des disparitions forcées, qui est une question centrale, qui est une question nationale. Les disparus, ce sont des hommes, ça c'est la majorité. Hein. Il y a des femmes qui sont disparues, des femmes très jeunes, des femmes très vieilles. La plus vieille, elle avait 68 ans quand elle a disparu, quand elle a été arrêtée en 1996, on n'a plus de nouvelles. La plus jeune avait 16 ans. Samia Saadine, elle avait 16 ans. Elle avait sur ses 17 ans. Elle a été arrêtée, elle et son fiancé en 1997. Et depuis, ses parents l'ont dit Robin, elle et son fiancé. Donc c'est une question qui touche l'Algérie de haut en bas, du nord au sud, de l'est à l'ouest et tout. C'est une question qui touche tous les Algériens. Et pas seulement les disparitions forcées, je pourrais parler même aussi des victimes du terrorisme, de tout ce qui s'est passé dans les années 90. C'est pas normal qu'il y ait ces femmes qui luttent pour obtenir leurs droits, qui continuent à lutter jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces femmes qui pleurent leurs enfants, toutes ces femmes, moi je reçois une femme ici qui a son fils qui est disparu par les agents de l'État, sa fille qui a été arrêtée par des groupes armés, et le garçon qui a fait partie de ce groupe armé habite à côté de chez elle, elle a porté plainte contre lui, il a été blanchi par la loi, il est venu la voir, la narguer pour lui dire la protection de la loi avec la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Là, je suis intouchable. Elle a été déboutée de sa plainte, cette femme. Et elle a toute sa famille, le reste de sa famille qui a été décimé pendant le massacre de Raïs. Donc c'est une question centrale, la disparition forcée en Algérie, le droit à la vérité et à la justice. Je pense que ça doit toucher tout le monde. Pourtant, c'est pas qu'on a arrêté de lutter, mais on n'a pas réussi à impliquer la société civile. Sur cette question, il faut s'impliquer, parce qu'on ne peut pas obtenir la vérité et la justice, qui est l'essence même de l'état de droit, si on ne commence pas par apurer le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années 90 et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de savoir? Pourquoi est-ce que ces enfants de disparus, dont les mères ont été obligées d'aller déclarer le père mort, décédé, parce que la fille ne pouvait pas aller à l'université parce qu'on demandait des papiers de son père, ou qu'on demandait le registre commerce? Je pense à une femme qui, quand j'étais chez elle à Médéa, elle est montée sur l'armoire qui est allée jusqu'au plafond, elle a pris la chaise, elle est montée, timidement, honteusement, je ne sais pas quoi, elle m'a dit j'ai fait un jugement de décès parce qu'il ne voulait pas inscrire ma fille à l'université. Elle a été honteusement, elle me dit ça. Des filles qui ne pouvaient pas se marier parce que les mamans étaient obligées de déclarer le papa mort, parce que les filles ne pouvaient pas se marier parce qu'il fallait la preuve que le papa est disparu. Bon, elle a fait une attestation que le papa est disparu. Donc ces femmes qui grandissent et ces filles qui grandissent, qui ont grandi, ces femmes aussi qui ne pouvaient pas trouver du travail. On parle du travail. Je connais une femme qui a eu obtenu un travail dans un lycée à Constantine. Elle a travaillé 2 ou 3 jours. Elle a été reconnue comme étant femme épouse de disparu. Elle a été virée au bout de 3 jours parce que les autres collègues se sont plaints parce qu'elle était épouse de disparu. On a essayé de gagner la sympathie de la société. On a réussi. On était des pestiférés. Le mouvement, on parle du mouvement féministe aujourd'hui. Je n'ai pas envie de dire, le mouvement féministe nous montrait du doigt. Nous étions des pestiférés de la planète. Ces femmes-là qui manifestent tous les mercredis là-haut, dans la pauvreté, dans leur truc. Ces femmes, qui n'ont jamais été à l'école, elles ont été obligées de sortir du jour au lendemain, qui ne savaient même pas aller l'arrêt du buste. Donc le mouvement féministe nous montrait du doigt. Moi j'ai été, on m'a fermé des portes au nez. J'ai fait du porte-à-porte pour sensibiliser les associations de femmes, le réseau Wassila, l'association Femmes en détresse, on m'a fermé la porte au nez. Et ces femmes plus tard, grâce à notre persévérance, ont demandé pardon. Je me souviens d'une femme pendant une conférence de presse, je ne la citerai pas, mais qui a demandé pardon parce que, en plein public, elle dit aujourd'hui je demande pardon à ces femmes parce que j'ai pensé qu'elles avaient ce qu'elles méritaient, que c'était normal que leurs enfants ou leur époux soient disparus et que. On ne demande pas l'impossible, on demande le droit à la vérité. Vous devriez demander ce droit à la vérité des années 90, pas seulement sur les disparus, mais pour toute la société dans son ensemble. Pour pouvoir avancer dans l'avenir, il faut savoir ce qui s'est passé, il faut connaître son passé, il faut écrire l'histoire. Il faut que ces mères sont en train de mourir les unes après les autres sans savoir la vérité. Elles meurent avec le nom de leur fils, dernier nom. Il y a des papas aussi, je pense à M. Miss qui vient de mourir. Aussi, il est mort avec le nom de son fils
qui sortait de sa bouche. Donc c'est pas, elles sont en train de mourir les unes après les autres. Madame Farjaoui, elle vient de mourir. Madame Brahimi, que je vois là aussi, malade à crever. Elle a même eu un malaise au rassemblement. Malade à crever, elle venait au rassemblement. Et heureusement qu'il y a maintenant leurs enfants, leurs filles, surtout des filles et des sœurs, les garçons, pas majoritairement, mais ils sont un peu fatalistes. Ils pensent que ça y est, ils sont morts, c'est fini, on ne va plus voir, il faut que ma mère elle arrête de souffrir, il faut que ma soeur elle arrête de souffrir, il faut qu'on arrête de souffrir, c'est comme ça. Les femmes, les filles sont beaucoup plus combatives, et quand leurs parents sont morts, elles reprennent le flambeau et elles continuent à lutter pour le droit à la vérité et à la justice. Ouais, merci beaucoup, c'est très émouvant d'entendre tout ça, et je ne vous cache pas, moi je suis à chaque fois, je rentre, c'est la deuxième fois, la troisième fois je rentre au siège, et je regarde toutes ces photos, je me suis toujours posé la question un petit peu naïve, je me suis dit, comment se fait-il que toutes ces personnes m'ont donné aucun signe de vie? C'est pas normal, nous vivons dans un pays anormal, c'est pas une vingtaine, c'est pas une trentaine, il y a 8000, on parle de 8000, on parle de 10 000. Comment se fait-il qu'aucune personne n'a donné aucun signe de vie, ni morte ni vivante? Je pense que nous vivons dans un pays anormal, que ce forum, effectivement, va être une formidable opportunité pour discuter non seulement des questions des libertés, mais aussi toutes les questions qui touchent notre société, et je pense que notre existence a dépend pratiquement des efforts des uns et des autres, et SOS Disparu, effectivement, est une partie prenante de ce forum dès le départ. J'en doute